Le climat de la Bretagne en 2050, il n'aura rien à voir avec le climat de la Bretagne de mes parents. En disant que Rennes, fin 19e, début 20e, dans un climat à plus 4 degrés en France, il faut aller regarder l'équivalent dans le centre du Portugal. Que les gens aillent voir ce que c'est que la région de Coimbra, la ville de Coimbra, comment la ville est construite différemment, comment l'agriculture est différente, comment les arbres sont différents. On s'expose de plus en plus à avoir des phénomènes violents qui vont nous obliger de toute manière à changer. Bonjour à tous et à tous, le climat breton vous connaissez, évidemment on a l'idée de la pluie, du vent et puis parfois aussi du soleil il faut bien dire, mais le climat breton risque de changer, il ne faut pas croire que la Bretagne sera épargnée par le changement climatique et bien on va parler aujourd'hui de tous ces changements et tout ce qui peut nous arriver avec Vincent Dubreuil de l'université Rennes 2. Bonjour Vincent. Bonjour. Climatologue, co-président du Haut Conseil pour le climat breton, voilà. Haut Conseil breton pour le climat. Breton pour le climat, voilà, je le mets pas dans le bon sens. Et puis, spécialiste de ces questions climatiques. Alors, est-ce que le climat breton va vraiment changer ou est-ce qu'on exagère quand on dit ça et que finalement c'est pas si grave les sécheresses ou des changements de température, de climat, d'été sec ou moins sec, on a déjà connu ça et puis c'est la vie. Alors non, le climat breton a déjà commencé à changer de façon assez importante. On a gagné depuis la fin du 19e siècle un peu plus d'1,5 degré, 1,6, 1,7. Ce qui veut dire que par exemple le climat qu'on a aujourd'hui à Rennes, c'est le climat qu'on avait à Bordeaux il y a une 50aine d'années. Donc c'est vraiment un changement qui est déjà spectaculaire, qui se traduit par une augmentation des températures moyennes, une augmentation de la fréquence des fortes températures, des vagues de chaleur, des canicules, et puis une évolution également des précipitations, alors qui est un petit peu plus complexe, on va peut-être en reparler, et ça se traduit aussi par toute une série de conséquences sur la végétation, sur l'agriculture, etc., etc. Et puis sur le littoral, puisque la Bretagne est une région littorale, il y a aussi la question de la remontée du niveau de la mer, alors qui a un effet global, mais qui se matérialise sur les côtes bretonnes avec les problèmes d'érosion, de recul du trait de côte, et la question du devenir des aménagements littoraux. Quand on dit les étés sont plus secs, il fait plus beau, c'est pas comme mon enfance, en fait on a raison de dire ça, c'est une vraie réalité en fait. Si on revient 40 ans en arrière, quand on passait des vacances en Bretagne, il fallait quand même mettre plus le ciré qu'aujourd'hui. Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect température, où là, c'est très clair qu'on a une augmentation des températures. Sur les précipitations, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas de signal clair. En fait, ça dépend si on regarde telle station, tel mois, telle saison. On peut avoir des évolutions qui sont un peu divergentes. Mais quand on parle de sécheresse, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire la sécheresse, c'est à la fois un manque de précipitation, mais aussi la demande en eau par l'atmosphère. Et ça, c'est dépendant des températures. Et donc, dans l'hypothèse où les précipitations n'évoluent pas ou peu, ce qui n'est pas tout à fait vrai, comme les températures augmentent, les besoins en eau sont plus importants. Ce qu'on appelle en climatologie l'évapotranspiration, c'est-à-dire les besoins qu'ont les plantes en eau. Et donc, s'il pleut la même quantité, mais qu'il fait plus chaud, les besoins sont plus importants. Donc, il y a plus de sécheresse. Et donc, l'accentuation des sécheresses qu'on a depuis une trentaine d'années, elle est moins liée à l'évolution des précipitations qu'à l'augmentation des températures, surtout des températures d'été, qui imposent des besoins en eau plus importants pour les plantes, et donc qui fait que les sécheresses sont plus importantes. C'est pas forcément quelque chose de simple à comprendre. On pourrait se dire oui, il pleut des années un peu plus, des années un peu moins, mais globalement ça change pas trop. En fait, si, ça change du fait de la demande et des besoins en eau qui aujourd'hui sont beaucoup plus importants pour le couvert végétal du fait de l'augmentation des températures. Donc oui, les sécheresses s'intensifient et ça va continuer. Et finalement, c'est une question d'accès à la ressource en eau. C'est ça que ça pose comme question. C'est-à-dire que de façon très claire et très nette, on risque de manquer d'eau.
Oui, c'est déjà d'ailleurs en partie le cas. Alors cette année, les orages qui sont arrivés en juillet et à la fin du mois d'août ont sauvé un peu la situation, mais la Bretagne, les 4 départements bretons étaient en situation soit de vigilance, soit d'alerte sécheresse. Donc on avait cette tension-là qui était bien présente, un peu moins grave, mais quand même assez grave que l'année 2022, où il faut le rappeler, pas mal de communes dans les Côtes-d'Armor ont eu des restrictions, des coupures d'eau, etc. Donc c'est une vraie réalité. Et ça, c'est lié à deux choses, la combinaison de deux choses. C'est lié à la fois au climat breton, où il pleut pas tant que ça. Enfin, on pourra revenir un petit peu sur la nature des précipitations sur le climat breton. Et puis, la particularité géologique de la Bretagne, qui est une région de roches anciennes, granitiques, etc., où les réserves en eau souterraine sont pas très importantes. Il n'y a pas de grandes réserves comme on peut avoir dans les bassins parisiens ou bassins aquitains. Ce qui fait que l'essentiel des eaux qui sont utilisées en Bretagne pour l'alimentation, etc., sont des eaux de surface superficielle et qui sont très dépendantes du climat. Donc ça, c'est une spécificité de la région Bretagne. Donc tout changement climatique se répercute de façon très rapide et importante sur la ressource en eau. Nous, ce qu'on n'a pas, ce que les gens appellent la nappe phréatique, hein, c'est ça n'existe pas chez nous, en fait, des grandes nappes phréatiques comme on peut trouver sur le bassin parisien ou en Alsace. Alors, la nappe phréatique, c'est la partie superficielle qu'on a sur les sols. Donc là, elle est présente, elle n'est pas très importante, mais elles sont présentes. Et après, je parlais plutôt des réserves en profondeur, ce qu'on appelle les aquifères, là où il y a des roches suffisamment poreuses pour stocker de grandes quantités d'eau, et ça se fait généralement sur des cycles de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc des nappes qui sont beaucoup plus profondes, qu'on peut aller forer, comme on le fait pour alimenter en partie Paris ou d'autres grandes villes du sud-ouest. Et ça, en Bretagne, alors il y a des forages profonds qui existent, mais ils sont pas aussi nombreux et ils n'ont pas des débits aussi importants que ce qu'on peut trouver ailleurs dans les roches sédimentaires, comme on dit. Du coup, ça veut dire qu'on est très dépendant de l'eau de surface, des pluies. On est beaucoup plus dépendant que d'autres régions françaises de la pluviométrie et donc du climat, du temps qu'il fait chaque jour. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il n'y ait plus d'eau à notre robinet parce que il n'a pas plu assez et puis finalement on n'a plus de réserve, alors on coupe? Alors, c'est déjà arrivé. Alors, quand c'est arrivé, c'était toujours ponctuel, c'est-à-dire des périodes relativement courtes et dans des régions assez limitées, des groupes de communes. On a beaucoup progressé en Bretagne sur l'interconnexion des réseaux d'eau, avec des barrages qui peuvent communiquer, des systèmes qui permettent de transférer de l'eau d'un bassin à l'autre et donc de gérer un petit peu ces phénomènes de crise. Donc, on a pas mal progressé. Il y a un point sur lequel la Bretagne a pas mal progressé aussi, c'est l'amélioration des systèmes de distribution. On sait qu'en France, en moyenne, on a à peu près 20% de l'eau qui est perdue par des fuites. En Bretagne, c'est plutôt un petit peu moins, donc on peut progresser. Mais la situation est, par certains égards, un peu moins pire que dans d'autres régions. Voilà. Et donc, quand on voit qu'il y a à peu près 1/5 de l'eau qui est perdue par des fuites, on voit qu'on peut améliorer les choses. Donc, dans le futur, comme les températures vont continuer d'augmenter, que certains modèles, pas tous, disent qu'on aura moins de précipitations l'été, on aura de façon plus fréquente et sur des périodes plus longues des problèmes de manque d'eau. Et à cela, il faut ajouter une autre évolution possible, qui est l'évolution future de la population bretonne, et notamment la forte demande en eau qui peut se produire l'été quand on a des touristes qui viennent en nombre, où la demande peut être plus importante, et donc une surconsommation qui peut se produire. Donc c'est un petit peu tous ces éléments-là dont l'évolution dans le futur fera que la question que tu poses sur l'évolution de la ressource en eau sera plus ou moins critique dans la région Bretagne. Mais la question va se poser de façon beaucoup plus récurrente et avec plus d'intensité dans le futur, notamment du fait de l'évolution du climat. Pour les gens qui nous écoutent, par exemple, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des cuves à eau pour récupérer l'eau qui descend des gouttières ou d'avoir des réserves d'eau qu'on pourrait faire l'hiver, utiliser l'été? Enfin, est-ce que de façon très pratique, concrète, est-ce que toi tu donnerais en tant que climatologue des conseils je sais pas, il vaut mieux prévoir que guérir, tu vois, quelque chose comme ça, quoi? Alors, beaucoup de communes déjà permettent aux particuliers de s'équiper, ils ont des réserves à eau. Les réserves à eau individuelles, c'est évidemment une bonne idée pour tout ce qui est pas alimentation, utiliser de l'eau de pluie pour
arroser son potager, ou même dans certains systèmes bien pensés dans l'habitation pour les toilettes. C'est tout à fait des choses qui sont envisageables, qu'il faut encourager. Et après il y a la gestion collective, donc il y a une autre dimension, puisque là c'est des réserves qui vont être très souvent utilisées de façon très ponctuelle. C'est jamais des grandes quantités d'eau, donc ça prélève pas une grande quantité de ressources. Par contre, individuellement, ça peut favoriser une moindre consommation d'eau. Et après, la question collective, elle se pose sur des aménagements de plus grande ampleur. Et donc là, il y a des services spécialisés qui se chargent de ça. Parce qu'il faut imaginer, par exemple, que pour notre potager, il faut prévoir de l'irrigation dans les années à venir. C'est pas forcément quelque chose dont on avait l'habitude, tu vois. On faisait confiance au climat, aux nuages et puis à la pluie pour arroser nos légumes. Mais comme tu disais, on se rapproche du climat de Bordeaux, et donc l'irrigation, ça peut être quelque chose d'indispensable. Alors, dans des étés plus chauds et plus secs, l'irrigation, elle est déjà en partie aujourd'hui indispensable. Dans les Pays de Loire, par exemple, beaucoup de cultures sont déjà irriguées. C'est des choses qui se développent pas trop, mais qu'on voit poindre un petit peu en Bretagne. Et encore une fois, il faut distinguer deux choses. L'activité individuelle, comme tu dis, dans son potager, et l'activité professionnelle des agriculteurs, où là, on n'est plus sur les mêmes volumes. Et donc, les systèmes qu'il faut envisager ne sont pas les mêmes. Et ils posent d'autres questions sur le plan environnemental. Mais en fait, irriguer son potager, c'est quelque chose qui répond à plusieurs objectifs. Garantir une production de tomates, de haricots, de courgettes, etc. Et éviter d'avoir des pertes trop importantes de rendement quand on a des périodes sèches qui durent. Donc c'est effectivement quelque chose que les gens font. Enfin, aujourd'hui, un potager en Bretagne, surtout à l'est de la Bretagne, où plus ou moins il fait un petit peu plus chaud, sans eau de pluie, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut penser aussi à planter d'autres légumes, peut-être aussi, et qu'il faut essayer de chercher des légumes qui poussent avec moins d'eau, qui sont mieux adaptés à des climats chauds, et puis donc du coup changer nos habitudes, ce qui est jamais facile. Oui, alors il se trouve que j'ai encadré pas mal d'études sur ces questions-là en Bretagne et sur les Pays de Loire, et on voit un petit peu l'évolution avec des cultures qui progressent. Certaines sont abandonnées, d'autres sont au contraire en pleine expansion. On signe souvent la vigne en Bretagne, alors qu'elle n'avait pas complètement disparu, mais on voit des exploitations qui s'installent en nombre assez important depuis une dizaine d'années. Alors c'est pas que l'effet du changement climatique, il y a aussi la législation qui a évolué, qui permet plus facilement aujourd'hui de s'installer. Et puis on a plein d'expériences dans les exploitations agricoles, de producteurs qui se lancent de plus en plus vers les productions de pastèques, d'aubergines, donc des choses qui vont pas forcément tout de suite remplacer les choux-fleurs et les artichauts, mais à terme, ces cultures-là, effectivement, elles seront moins adaptées au climat de demain. Et c'est un peu penser dans un futur à quelques décennies de remplacer un peu les légumes pot-au-feu par les légumes ratatouille. Hein, c'est un petit peu ça l'image pour aller vite. Mais effectivement, le climat breton devenant plus chaud, plus sec, il faut aller vers des cultures. Il faudra aller de plus en plus vers des cultures qu'on a plutôt aujourd'hui dans le sud de la France. Alors, tu travailles sur une grande enquête qui s'appelle le projet Démoclim, hein, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte, ce projet Démoclim, à la connaissance du climat d'ici ? Alors, Démoclim, c'est un projet qui est terminé, qui a été financé par la région Bretagne avec le Centre d'expertise et ressources scientifiques sur l'eau en Bretagne. Et c'est surtout un projet qui visait à rendre plus accessibles les données du changement climatique pour les acteurs territoriaux, pour les acteurs de l'eau, pour les gens qui travaillent sur les plans climat. Donc c'était plutôt une démarche exploratoire pour dire comment est-ce qu'on peut passer de toutes les ressources qu'on a, nous climatologues, les sorties de modèles, les modèles globaux. Donc c'est des centaines de millions, de milliards de chiffres qui sont pas forcément évidents à vulgariser, à faire passer. Et donc le projet, il visait plutôt en fait à rendre plus facilement accessible. Et ça s'est en partie prolongé avec d'autres programmes de recherche, notamment des programmes qui ont été
appuyé par les chambres d'agriculture de Bretagne et des Pays de Loire, donc les programmes Climaveille ou Fermadap. Les gens pourront aller voir un petit peu les sites web de ces programmes-là, où vraiment là c'était aider l'agriculture face au changement climatique. Et puis encore plus récemment, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne a sorti les chiffres clés du climat. Vraiment un ouvrage qui est extrêmement intéressant, qui est téléchargeable en ligne sur le site de l'OEB, où même chose, les données du changement climatique sont rendues beaucoup plus accessibles et puis surtout territorialisées. C'est-à-dire qu'on peut rentrer le nom de sa commune et regarder concrètement comment le climat a changé, comment il est susceptible de changer dans le futur. Voilà, donc Démoclim, c'était un petit peu un programme un peu précurseur qui visait à rendre plus accessible, plus simple à interpréter, à comprendre les données du changement climatique. Et comment vous faites? Enfin, vous êtes, je sais pas, tu vois, quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est un chercheur par-ci, par-là, mais est-ce que vous êtes coordonnés? Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que vos résultats sont très fiables? Enfin, c'est quoi un peu la mécanique de cette recherche, en fait, un peu spécifique? Alors, si je prends par exemple les derniers programmes sur l'agriculture, c'est des programmes avec des dizaines de partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des scientifiques, donc des géographes, des climatologues, des hydrologues, des agronomes, donc des gens qui sont vraiment spécialisés sur ces questions-là. Mais on a aussi des centres techniques. On a les chambres d'agriculture, on a des centres techniques sur la production de cidre, sur la production de chou-fleur, d'artichauts. Enfin bon, bref, tous les centres techniques. Et on a aussi des producteurs, donc des gens qui concrètement tous les jours ont à gérer les aléas climatiques et avec qui on peut échanger. Donc en fait, c'est à la fois une recherche fondamentale sur les modèles et sur les sorties de modèles. Donc là, c'est des choses très austères sur ordinateur avec des tableaux de chiffres, etc. Des analyses statistiques assez complexes, mais aussi une interaction avec les producteurs, avec les exploitants, qui permet de rendre un petit peu compréhensible ça. Et en même temps, eux, ils nous font remonter de l'information. On dit, par exemple, le fait de savoir que telle année, ils ont eu tel problème, nous, on peut regarder un petit peu quel est l'indicateur climatique pertinent et voir comment il est susceptible d'évoluer dans le futur. Donc, c'est vraiment cet échange-là, en fait, qui nourrit une recherche qui, finalement, est très appliquée. Voilà, donc ces programmes-là, ils ont beaucoup fonctionné comme ça. Une autre étude qu'on a fait récemment avec des producteurs bio était aussi de partir de la connaissance qu'ils avaient des différentes variétés de pommes, par exemple, et la sensibilité de chacune de ces variétés par rapport au gel ou aux fortes chaleurs. Et se dire que peut-être, avec le changement climatique, telle ou telle variété peut être plus adaptée dans le futur à un climat de demain qui sera plus chaud, plus sec. Et donc, on peut travailler sur le fruit, avec des agronomes, on peut travailler avec les producteurs qui savent comment ils se comportent effectivement l'un sur l'autre. Et nous, on peut regarder les indicateurs climatiques, telle température, telle précipitation, qui rend aujourd'hui cette production compliquée, mais peut-être plus simple, enfin plus adaptée dans le futur. Donc c'est beaucoup d'échanges en fait entre différentes disciplines. Ouais, d'accord, vous êtes sensible aux remontées de terrain en fait, ça c'est quelque chose d'important. C'est fondamental. Enfin, quand on parle d'adaptation ou d'impact du changement climatique, c'est pas du tout quelque chose d'artificiel ou d'abstrait. Les producteurs, ils le voient tous les jours. Alors, il y a un exemple qui est qui illustre ça très bien aussi, c'est ce qu'on appelle l'avancée des stades phénologiques. C'est-à-dire le fait que comme on a un climat plus chaud, les cultures se développent plus vite, plus tôt. Donc on voit par exemple les arbres qui fleurissent plus tôt, ou quand on a un été sec comme cette année, les arbres qui perdent leurs feuilles plus tôt. Donc en fait, on voit des modifications du comportement du couvert végétal qui sont vraiment une illustration, une conséquence du changement climatique. Et quand vous parlez avec des agriculteurs, ils le voient tous les jours. Quand on parle avec des viticulteurs, ils vous disent tous, dans le Bordelais, dans le sud de la France, que leurs grands-parents vendangeaient en octobre, et puis leur père en septembre, et puis maintenant on vendange fin août. Et donc ça, c'est vraiment les manifestations du changement climatique. C'est pas du tout abstrait, une température moyenne qui augmente de 1 degré. C'est très concrètement des choses qui ont un impact sur le quotidien pour l'agriculture. C'est vraiment très clair. Par exemple, un exemple concret, nous on a fait une interview d'un maraîcher là il y a quelques jours qui dit j'ai perdu toute ma récolte de choux. Ça c'est une information qui
qui vous intéresse en fait de savoir ça. Exactement, ça nous intéresse de savoir quel a été l'élément déclencheur. Est-ce que c'est lié à une invasion de ravageurs Non, à cause de la sécheresse. Voilà, il a l'air de dire, voilà. Ou est-ce que c'est des événements particuliers? Donc un manque d'eau, c'est très fréquent. Des fortes chaleurs aussi. On avait une fréquence des fortes chaleurs en Bretagne qui était assez faible. Pour avoir plus de 30 degrés, par exemple, à Rennes, dans l'immédiate après-guerre, dans les années 50-60, plus de 30 degrés, ça arrivait en moyenne 4 fois par an. Il y avait 4 jours par an, on dépassait 30 degrés. Au début du 21e siècle, on est passé à 8, ça a doublé. Et plus de 30 degrés à Rennes, cette année, on a eu plus de 20 jours. 23 ou 24 jours à plus de 30 degrés. Donc on voit que finalement quelque chose qui n'était pas très fréquent et qui finalement ne gênait pas trop parce que ça n'arrivait quasiment jamais ou très rarement, aujourd'hui ça arrive quasiment chaque année et avec un grand nombre de jours. Et donc les cultures elles sont exposées à ça et donc ça entraîne des pertes de rendement. Et s'il y a des fortes températures et pas assez d'eau, ton producteur de chou-fleur, il perd sa récolte. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que finalement ça renvoie à le syndrome de la grenouille. Là, tu vois, cette histoire qu'on met la grenouille dans l'eau chaude et puis elle pourrait sauter pour s'échapper, mais si on fait bouillir l'eau progressivement, en fait, elle reste là et puis elle meurt par la chaleur de l'eau. Donc en fait, ça dit que quand ça arrive progressivement, on se rend pas compte. Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est finalement, on se rend pas compte, on s'habitue très bien à qu'il y ait 30 jours de sécheresse, ou de température au-dessous de 30 degrés. C'est en partie vrai. Je pense que pour les producteurs, ceux qui vivent dedans quotidiennement, ils le sentent bien. Enfin, je pense que ils sont beaucoup plus réactifs qu'une grenouille qui est pas très sensible à la moyenne, mais quand on est exposé aux aléas de façon récurrente, et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de stress chez les producteurs agricoles, quand il faut comme cette année gérer les fortes crues, les fortes précipitations d'hiver avec l'impossibilité pour les machines de rentrer dans les champs, et puis 3 mois après la sécheresse. Et encore cette année, on n'a pas eu de gel tardif ou des orages très violents qui vont avoir aussi. Voilà, donc gérer ça au quotidien, c'est une source de stress. Et là, je pense que l'image du coup de la grenouille pour ces gens-là, elle est pas forcément très adaptée. C'est plutôt quelque chose qui fait le yo-yo en fait en permanence. Et ça, c'est un retour qu'on a souvent. L'impression qu'ont les producteurs qui est plus qu'une impression de fait d'être exposés beaucoup plus fréquemment à des aléas plus intenses. Et ça, on sait que c'est une des manifestations du changement climatique aussi. C'est exactement ce que disait le maraîcher. Il disait, le plus gros problème, c'est pas tant la sécheresse, enfin, c'est un problème, évidemment, mais c'est l'instabilité. Il dit, c'est beaucoup plus instable et on peut vraiment pas prévoir, ça change tout le temps, on n'a pas cette stabilité du climat, j'imagine pas. Enfin, il faut plutôt employer climat que météo, je pense, dans ce cas-là. On a l'impression que la variabilité est extrême. Oui, c'est effectivement une des manifestations attendues du changement climatique, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence des événements intenses, qui peuvent être des fortes précipitations, qui peuvent être des fortes vagues de chaleur, mais aussi des périodes de sécheresse plus longues, plus fréquentes. Tout ça, malheureusement, c'est ce que nous disent les modèles climatiques, c'est ce qui va se produire et qui commence déjà à se produire. Et encore une fois, les producteurs, les agriculteurs qui sont en première ligne, ils le voient bien. Dans ce projet, Démoclim, là, que j'ai regardé un peu, les précipitations, déjà, rien que ça, il y a plein d'autres domaines, les précipitations, ça a radicalement changé quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des concentrations de pluie qui sont plus importantes qu'autrefois, ça on le voit assez bien. Oui, alors les précipitations, c'est toujours plus compliqué à étudier que les températures. Les températures, on est vraiment sur une tendance de fond d'augmentation. La moyenne augmente, la fréquence des journées chaudes augmente, et c'est à peu près partout pareil avec la même intensité. Il y a des nuances, mais en gros, c'est vraiment un phénomène de fond. Les précipitations, c'est extrêmement plus hétérogène, à la fois dans le temps et dans l'espace. Les gens le savent bien, il peut y avoir un gros orage à un endroit, puis la commune d'à côté, il tombe quasiment rien. Et puis d'une année sur l'autre, on a aussi des différences qui sont extrêmement importantes. Et donc, si on regarde sur la Bretagne depuis un peu moins d'un siècle, globalement, les précipitations ont plutôt légèrement augmenté, si on fait une espèce de grande moyenne, avec
c'est vrai, une concentration plus importante sur les événements. En gros, les précipitations augmentent légèrement, mais le nombre de jours où il pleut, il bouge pas trop. Donc, ça veut dire qu'il pleut plus sur une période de temps plus court. Sur les événements très intenses, c'est-à-dire les orages, les phénomènes de très forte intensité, on est beaucoup plus prudent parce que c'est des phénomènes qui sont très ponctuels, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de recul. Les modèles et la physique nous disent que ça va augmenter en termes de fréquence et d'intensité, mais on a encore du mal pour la Bretagne à dégager un signal très clair. Il y a la perception qu'on peut avoir et il y a l'analyse objective des chiffres qu'on peut faire sur lesquels on est un petit peu plus prudent. Mais en tout cas, c'est ce que nous disent les modèles pour le futur. Et puis ce que disent aussi les modèles pour le futur, avec des différences d'un modèle à l'autre et d'une région à l'autre, c'est plutôt une tendance à la diminution des précipitations pendant l'été, avec une augmentation de la fréquence des séquences sèches, sans précipitation, et une augmentation des précipitations pendant l'hiver. Donc un climat qui deviendrait plus contrasté entre l'hiver où il pleuvrait plus et l'été où il pleuvrait moins. Ça, on l'entend souvent, mais ça veut dire quoi? C'est une certitude ou c'est une piste? C'est quelque chose sur lequel les modèles ne sont pas tous d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde la trentaine ou la quarantaine de modèles globaux, ils disent pas tous la même chose. Sur les températures, ils disent à peu près tous la même chose. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le signal. Sur les précipitations, il y a plus de divergence. Donc là, ce que je dis sur l'été et l'hiver, c'est la majorité des modèles. Je dis pas que c'est tous les modèles. Et c'est variable d'une région à l'autre. On a un signal qui est plus clair dans le sud de la France, une diminution très nette des précipitations, notamment l'été. Pour le nord, c'est un petit peu, et le nord et le nord-ouest, c'est un petit peu différent. Quand on va sur le nord de l'Europe, par contre, on a un signal d'augmentation des précipitations qui est bien marqué. Et donc, le nord de la France et la Bretagne, il y a un petit peu la limite entre ces deux zones où l'évolution est un petit peu différente. Donc, on a encore un petit peu d'incertitude, même si la tendance qui semble se dessiner, c'est un peu plus de pluie l'hiver, un peu moins l'été. Est-ce que on peut imaginer un climat breton à l'avenir avec plus de neige, en fait, des hivers plus rigoureux? Et quand je pense à ça, je pense aussi à l'affaiblissement du Gulf Stream qui pourrait provoquer, pour le coup, des changements un peu paradoxaux par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, le climat de la Bretagne et de l'ouest de l'Europe, il est en partie effectivement régi par des courants océaniques qui, en gros, transfèrent de la douceur, ramènent de la douceur des eaux du proche Atlantique. Alors, d'un point de vue océanographique, le Gulf Stream, c'est le courant qui longe les côtes américaines et qui après traverse l'Atlantique dans ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique et qui en fait concerne du nord du Portugal jusqu'à la Norvège. Donc la Bretagne au milieu, on est aussi touché. Donc c'est ce qui fait que nos hivers ne sont pas très froids. Ils sont pas très neigeux en général non plus. Ce qu'on observe depuis quelque temps, c'est que ce qu'on appelle l'AMOC, cette circulation méridienne océanique, elle a tendance à ralentir. Elle ralentit, mais de là à dire qu'elle s'arrête ou qu'elle s'effondre, il y a un grand pas. Et donc, certaines études qui ont été beaucoup reprises dans la presse font état de scénarios un petit peu extrêmes, c'est-à-dire qu'on fait ralentir très vite avec des émissions de gaz à effet de serre qui évoluent très rapidement dans des scénarios qui sont pas très réalistes. Et dans ce cas-là, sur un demi-siècle ou un siècle, on voit effectivement des hivers qui deviennent un petit peu plus rudes. Mais ça n'empêche pas le réchauffement du climat. C'est ça, il faut pas imaginer qu'on va avoir en Bretagne le climat de l'Arctique, du Labrador ou je sais pas quoi. Ça aurait tendance à ralentir un petit peu le réchauffement climatique sur une partie de l'Europe, avec peu d'impact l'été et surtout une augmentation, une probabilité plus grande d'hiver froid. Mais on n'aurait pas pour autant la banquise, etc. Donc, faut pas s'imaginer le jour d'après, quoi. C'est pas ça. Et encore une fois, les modèles sont pas tous d'accord. C'est des scénarios un petit peu extrêmes et c'est pas pour demain. C'est pour l'horizon plutôt du demi-siècle ou du siècle. Donc, faut pas espérer qu'on soit sauvé de ce point de vue-là. Et encore une fois, c'est quelque chose qui sera régional et qui sera pas la réalité du reste du monde, qui sera exposé au changement climatique et qui sera aussi le cas pour la Bretagne et le reste de l'Europe pour l'essentiel de l'année. Faut pas s'acheter des skis de fond encore. On peut attendre. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que on est quand même à la latitude du Canada. On pourrait quand même avoir un climat qui se rapproche plutôt des climats continentaux, c'est-à-dire des hivers froids et des étés chauds, en fait.
Alors il y a deux raisons qui font que c'est pas le cas. Un, parce qu'on a des différences de courant, donc la nature des eaux plus chaudes et plus froides. Au large du Canada et du Labrador, il y a un courant froid, donc des eaux froides qui descendent, qui refroidissent le climat, alors que nous, les eaux qui remontent sont pour latitude plus chaude. Et le deuxième point, c'est que on est de latitude moyenne et donc la circulation dominante, les vents dominants viennent de l'ouest. Et donc en Bretagne, les vents viennent de l'océan. Donc un océan qui est plus doux que le continent l'hiver et donc qui transfère de la douceur. Quand vous êtes au Québec ou au Labrador, le flux dominant d'ouest, il amène de l'air continental qui s'est refroidi l'hiver. Voilà. Et donc nous, les situations froides hivernales, c'est quand on a le flux d'ouest qui s'arrête et des vents d'est qui arrivent et qui nous amènent de l'air de l'Europe continentale, voire de la Russie, qui refroidit le climat. Mais c'est pas la situation dominante, c'est pas la plus fréquente. Donc ce risque-là, il est quand même très réduit. Oui. Évidemment, on va pas revenir dessus, même si il existe toujours 30% de la population qui est climato-sceptique, même si on entend toujours des discours, l'homme est responsable du changement climatique. Mais quelque chose qui est important, à comprendre aussi, c'est que le changement climatique, finalement, c'est presque une valeur absolue. On sait que quand on va émettre tant de tonnes ou de mégatonnes de gaz à effet de serre, ça aura automatiquement une implication sur l'évolution des températures. Donc finalement, la solution, c'est de ne pas dépasser certains seuils, parce que ça, c'est mathématique. Ça, c'est clair dans la pensée des climatologues. Alors, il n'y a pas de débat scientifique là-dessus. C'est-à-dire que ce que tu évoquais sur le climato-scepticisme ou le fait qu'on puisse relayer telle ou telle chose, c'est pas des gens qui travaillent sur le climat. Il y a un consensus sur le fait que, un, la Terre se réchauffe, et deux, c'est lié aux activités humaines. Et le niveau de certitude scientifique dans le dernier rapport du GIEC, c'est sans équivoque. Pour dire les choses différemment, c'est une certitude scientifique du même niveau que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. Ça n'empêche pas que des gens pensent que la Terre est plate et qu'elle tourne pas, mais c'est une croyance, c'est pas une vérité scientifique. Et donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que le degré de réchauffement, il est très simplement proportionnel à la quantité de gaz à effet de serre accumulé. Donc, le CO2 qui est le principal. Donc, c'est vraiment, c'est une relation qui marche très très bien. Alors, c'est pas qu'une réalité statistique, c'est une réalité physique où on peut faire tourner des modèles et faire le lien physique qui existe entre ces différents éléments. Et donc, effectivement, le futur climatique, il est directement conditionné à notre capacité à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, plus on diminue vite et beaucoup les émissions de gaz à effet de serre, moins le climat va changer dans le futur. Alors que si on reste sur une trajectoire telle qu'elle est aujourd'hui, on peut aller sur un réchauffement global de plus 3, plus 4, plus 5 degrés, ce qu'il faut éviter absolument. Mais d'un autre côté, si on réduit, imagine à un moment donné, on se dit oh là là, c'est la catastrophe, il y a des sécheresses partout, des tornades, il faut faire quelque chose. On arrête subitement toutes les émissions à gaz à effet de serre. C'est pas pour autant que le climat va changer. En fait, il y a une résilience qui est très forte. Oui, alors elle est pas si forte que ça, et les dernières études montrent qu'elle est même un petit peu plus courte que ce qu'on aurait imaginé. Il y a encore une dizaine d'années, on était plutôt sur une inertie de l'ordre de 20-30 ans. C'est plutôt moins aujourd'hui, c'est-à-dire que encore une fois, je suis dans l'hypothèse que tu dis, c'est-à-dire qu'on arrête d'émettre tout, ce qui est quand même assez peu probable. Et donc là, c'est vraiment l'histoire de quelques années pour avoir une répercussion un petit peu sur la stabilisation du réchauffement. Ça veut pas dire que le climat se refroidit. On va pas refroidir puisque le gaz qui s'est accumulé, les gaz à effet de serre qui sont accumulés dans l'atmosphère, ils vont pas repartir comme ça. Si on arrête d'émettre, il y a tout ce qu'on a déjà accumulé. Donc c'est ça qui fait aussi que le climat il va pas se refroidir, on va simplement le stabiliser. Donc de toute façon, il va falloir apprendre à vivre avec ce climat qui est plus chaud aujourd'hui et qui sera plus chaud demain par rapport à ce qu'on a connu il y a un siècle. Mais on ne pourra pas enlever ce qui a été accumulé. Alors, enlever des gaz à effet de serre via des processus de géo-ingénierie, etc. On est sur des facteurs d'échelle qui n'ont rien à voir avec les facteurs naturels. Toutes les expériences aujourd'hui de géo-ingénierie pour capter du CO2, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Il faudra tout essayer. Mais on sera sur des fractions infimes par rapport au cycle naturel et par rapport aux quantités de CO2 et de méthane qu'on a émis. Donc
On peut rechercher ces solutions-là, on en aura sûrement besoin, mais il faut pas imaginer que ça puisse nous sauver, puisqu'entre, on le voit, les expériences qui sont menées aujourd'hui, on parle de capter des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de tonnes. Mais les émissions annuelles, on parle de gigatonnes, c'est-à-dire on parle de milliards de tonnes. Donc on est vraiment sur un saut d'échelle qui n'a rien à voir. Ça peut impressionner de dire qu'on va capter 10 000, 100 000 tonnes, mais par rapport à des milliards, il y a un facteur de plusieurs zéros qui est vraiment important d'avoir en tête. Est-ce que à l'échelle de 2040, 2035, 50, est-ce qu'on peut dire que le climat breton, cette image un peu d'Épinal du climat breton, en fait, il va disparaître. Il n'y aura plus de climat breton. Alors, deux choses. Il y a climat breton et climat breton, parce que je pense que les gens de Saint-Brieuc pensent qu'ils n'ont pas le même climat qu'à Vannes, à Rennes ou à Brest. Voilà, donc il y a des variations dans le climat breton, donc il y a quand même une nuance dans les climats bretons. Et le climat ou les climats de la Bretagne d'aujourd'hui ne sont déjà plus les climats de la Bretagne d'il y a un siècle. J'ai dit, Rennes aujourd'hui, c'est à peu près Bordeaux il y a 50 ans, et Rennes dans 20 ans, c'est à peu près Toulouse d'il y a 50 ans. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc le climat de la Bretagne en 2050, il n'aura rien à voir avec le climat de la Bretagne de mes parents, par exemple. Donc le climat breton aura changé, ça restera le climat de la Bretagne, mais qui, si on cherche des analogues, sera plutôt ce qu'on a aujourd'hui dans le sud-ouest. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc ça sera le climat toulousien breton. En fait, alors on l'appellera le climat de la Bretagne, mais le climat de la Bretagne qui sera différent du climat de la Bretagne d'il y a un siècle. Si on compare encore une fois, le climat de Toulouse d'aujourd'hui égale le climat de Rennes au 19e siècle. Enfin, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que c'est quoi les conséquences parce que finalement, on pourrait très bien se dire c'est chouette, ça va faire des étés plus ensoleillés, ça va être cool, je vais aller plus souvent à la plage. Mais est-ce que ça a des conséquences sanitaires? Enfin, on a du mal à visualiser, à comprendre les conséquences pour notre vie quotidienne. Et quand toi, tu le regardes avec ton œil de climatologue, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu es effrayé par ces conséquences-là? Ou tu te dis, on va s'adapter, c'est un mot à la mode? Enfin, c'est quoi ton regard là-dessus? Alors, il faut effectivement absolument ne pas avoir en tête l'image qu'à plus 2, plus 4 degrés, c'est cool, on va gagner 2 degrés. Non. Vivre dans un monde à plus 3 degrés est un monde qui n'a rien à voir avec le monde d'il y a 50 ans. Par exemple, la recrudescence des vagues des chaleurs et des canicules en France, chaque année, c'est plusieurs milliers de morts. Alors, on cite toujours 2003, 15 000 morts. On avait regardé les statistiques pour l'été 2022 en Bretagne, c'est plus de 200 morts liés aux fortes chaleurs. Et dans les urgences, quand on discutait avec les gens qui travaillent dans les hôpitaux, chaque montée de température égale une montée des admis. Alors les gens meurent pas, ils sont admis aux urgences, on les rafraîchit, on surveille un petit peu le cœur, etc., etc. Mais en fait, on a des problèmes de surmortalité ou de surmorbidité, des problèmes vasculaires, etc., respiratoires qui s'exacerbent à chaque fois qu'on est évacué. Donc en fait, ça veut dire ça, c'est la plus grande fréquence de ces événements chauds, c'est une surmortalité, une recrudescence de cas d'hospitalisation, etc. Donc ça, c'est des conséquences très 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 concrètes. On a parlé de l'eau pour l'agriculture, donc ça, c'est des manifestations qui sont très concrètes aussi. On a parlé des cycles de végétation qui sont décalés, donc la nécessité de changer. On peut regarder aussi ce qui se passe dans les villes, où on a aussi à la fois le phénomène de changement global, plus urbanisation, qui accélère encore le phénomène d'accumulation de chaleur. Et donc, il faut repenser. Et donc, quand je dis, par exemple, alors souvent, je prends l'image en disant que Rennes, fin 19e, début 20e, dans un climat à plus 4 degrés en France, il faut aller regarder l'équivalent dans le centre du Portugal, Coimbra, par exemple. Que les gens aillent voir ce que c'est que la région de Coimbra, la ville de Coimbra, comment la ville est construite différemment, comment l'agriculture est différente, comment les arbres sont différents. En fait, chaque région et chaque aménagement dans les régions, dans les villes, dans les campagnes, sont l'héritage d'une adaptation par rapport à ce qu'était le climat. Donc c'est la raison pour laquelle en Bretagne, on avait des chênes, des hêtres,
On faisait plutôt tel type de blé, plutôt des herbages. On avait des maisons plutôt avec des murs épais, plutôt sombres pour garder la chaleur. Voilà. Et quand on regarde des villes méditerranéennes ou des villes du centre du Portugal, eh bien, les cultures sont pas les mêmes, les arbres sont pas les mêmes, les villes sont pas organisées pareil, les villes sont plutôt blanches avec des toits en tuiles, etc. Parce que c'était adapté à un climat qui était plus chaud. Et donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut repenser, réimaginer complètement l'aménagement des villes, des campagnes, dans un climat qui est plus chaud, et où tout ce qu'on a fait depuis plusieurs siècles, c'était pas idiot, c'était adapté au climat qu'on avait avant, mais qui sera plus le climat qu'on aura demain. Et donc, la transition vers l'adaptation au changement climatique, ça oblige à repenser tout ça. Donc, quand on parle de la politique de lutte contre le changement climatique, on dit il y a toujours deux leviers. On en a parlé juste avant. Il y a l'atténuation. Je diminue les gaz à effet de serre pour éviter que le climat devienne trop chaud et insupportable. Et puis, je me prépare quand même à un climat qui demain sera différent. Donc, je m'adapte, c'est-à-dire que je prépare mes villes, mes campagnes à avoir plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Je change les cultures. Je plante des arbres qui sont pas les mêmes parce que les arbres que je plante aujourd'hui dans un climat plus chaud, il faut qu'ils puissent le supporter les sécheresses, supporter les fortes chaleurs, et puis repenser la ville, à éviter que la ville emmagasine encore plus de chaleur, végétaliser, désimperméabiliser, penser à la couleur des matériaux. Bref, tout ça, l'adaptation au changement climatique, ça oblige à repenser tout ça. C'est un sacré défi. Et ça oblige à le faire très vite, surtout. Et ça oblige à le faire à la fois suffisamment vite et à la fois de façon suffisamment pédagogique pour que les gens comprennent ce qui se passe. Parce que les solutions toutes faites, Faucon Yaka, en disant faites ci, faites ça, ça génère plutôt une attitude de défiance, voire de résistance, de réticence. Donc il faut accompagner tout ça avec un processus de sensibilisation, d'explication de pourquoi est-ce qu'on change les choses, pourquoi est-ce qu'il faut changer les choses. Et les gens comprennent assez bien, quand on discute par exemple avec des forestiers, les forestiers, ils ont très vite compris qu'en Bretagne, planter du hêtre, c'était plus possible. Alors que le hêtre était une espèce très très commune. Mais aujourd'hui, les hêtres, ils meurent. On voit d'ailleurs beaucoup de châtaigniers aussi qui meurent. Ça pose aussi la question future du châtaignier en Bretagne. Donc, il faut penser à des espèces qu'on va introduire, des cultures qu'on va pratiquer qui seront différentes. Et dans les villes, c'est la même chose. Oui, parce que finalement, il y a toujours ce mot-là qui revient sans arrêt, qui est très à la mode, de l'écologie punitive. En fait, toujours cette écologie qui nous punirait. Mais finalement, on sait quand même de ne pas s'adapter ou ne pas changer ou ne pas réfléchir à ces choses-là qui nous punit finalement au bout du compte. En fait, c'est pas. Moi, je pense que, l'écologie punit personne. Ce qui nous punit, c'est nos actions. On est d'abord puni par les bêtises qu'on fait. C'est d'abord ça. Les émissions de gaz à effet de serre en sont une des principales. L'appauvrissement de la biodiversité c'en est une autre. Et donc, punition est vraiment pas le terme opportun, mais en tout cas, on s'expose de plus en plus à avoir des phénomènes violents qui vont nous obliger de toute manière à changer. Donc le climat n'est pas punitif, mais par contre si on ne fait rien, c'est sûr que les problèmes qu'on va avoir à résoudre seront d'une autre ampleur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors tu es, on l'a dit au début, coprésident du Haut Climat Breton pour le climat. Haut Conseil Breton, pour le HCBC, Haut Conseil Breton pour le climat. Donc un organisme qui fédère les études, etc. Est-ce que cet organisme est écouté par les pouvoirs publics? Est-ce que tu arrives à discuter avec les responsables de la région, leur raconter tout ce que tu nous racontes ici, ne serait-ce que cette histoire d'écologie punitive, leur dire allez-y les gars, faites quelque chose, c'est urgent, etc. Et est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils font oui, mais bon, c'est pas l'urgence, on verra plus tard. Alors un petit peu de contexte, le Conseil Breton pour le climat, c'est une création récente, puisqu'on a été créé en 2022. C'est une convergence en fait de volonté à la fois des scientifiques qui avaient envie de mettre en place quelque chose qui existait déjà dans d'autres régions qui n'existaient pas encore en Bretagne, et de l'exécutif régional qui souhaitait avoir un panel de scientifiques pour aider, accompagner les politiques régionales. Donc on a commencé à siéger en 2022, on a un conseil de 20 membres représentant une grande diversité de disciplines. Ça, c'est important parce que quand on parle de lutte contre le changement climatique, on s'imagine qu'on va demander aux climatologues. Alors on le fait effectivement, mais en fait les questions que j'abordais précédemment, ça touche toutes les disciplines, l'agronomie, l'hydrologie, les sciences humaines et sociales, la psychologie, la sociologie, l'aménagement du territoire. Voilà, donc c'est toutes ces disciplines qui sont représentées dans le Haut Conseil Breton pour le climat.
Et donc, on a 2 missions. Donner des avis sur les politiques publiques, c'est-à-dire aider par des conseils de nature scientifique la décision publique à l'échelle régionale. Et puis une mission d'information, de diffusion d'informations pour le grand public. Alors pour les élus, on est à disposition de tous les élus qui le veulent pour expliquer un petit peu ce que c'est le changement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais aussi plus largement le grand public, donc via les réseaux sociaux, les interviews, les entretiens, les conférences, tout ce qu'on peut faire pour apporter à tous les Bretons, toutes les Bretonnes, l'information sur le changement climatique. Et donc concrètement, on discute régulièrement avec l'exécutif régional. On présente nos travaux chaque année devant l'Assemblée régionale, donc l'Assemblée des conseillers régionaux bretons. Chaque année, on organise un forum climat et territoire où on fait se rencontrer élus, acteurs publics et scientifiques. Et chaque année, on édite un bulletin sur une thématique. Donc cette année, on avait la thématique agriculture, par exemple, le changement climatique et l'agriculture bretonne. Donc on essaie de vulgariser un petit peu la connaissance scientifique, de la mettre à disposition des élus. Alors, pour faire quoi et avec quel retour? Alors, on est écouté. Le Haut Conseil breton pour le climat, il a été institué avec un rôle un petit peu comparable au Conseil économique, social et environnemental, donc un avis consultatif. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on émet, alors déjà, l'Assemblée nous écoute, on rencontre l'exécutif, les présidents, les vice-présidents, donc il y a un échange qui est extrêmement riche. Enfin voilà, il y a un vrai échange, il y a une vraie écoute. Il y a une curiosité de leur part. Il y a une curiosité, oui, tout à fait. Et nous aussi, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de travailler avec les services de la région, parce qu'on pense évidemment les élus, etc. Mais dans les collectivités territoriales, il y a des services qui qui ont beaucoup de compétences et qui essaient aussi de porter des projets. Donc on est aussi en interaction avec certains de ces services. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment est-ce que les avis ou nos bulletins sont utilisés dans le débat public. Donc, par exemple, si vous avez la curiosité d'aller regarder les débats publics qui sont retranscrits, enfin qui sont retransmis sur la chaîne de l'Assemblée régionale, on voit qu'il y a des groupes politiques qui lisent ce qu'on a fait, qui utilisent certains de nos arguments. Voilà, donc ça sert au débat public. Donc ça, déjà pour nous, c'est modeste, mais c'est une petite victoire. Au moins, ce qu'on fait sert à alimenter les débats publics. Alors ensuite, sur la traduction pratique, c'était un peu le sens de ta question aussi. Il y a différents niveaux. Par exemple, dans les recommandations qu'on a pu faire dès le début, c'est que quand on pose la question d'adaptation au changement climatique, il faut regarder à quoi on va s'adapter et quelles sont les forces et les faiblesses. Donc, ce qu'on appelle un peu un diagnostic de vulnérabilité. Donc, pendant presque 2 ans, on a insisté auprès de la région pour mettre en place un diagnostic de vulnérabilité. Et donc, la région a fini par saisir cette idée-là et donc mettre en place. Et donc, il y a des services à l'heure actuelle qui travaillent un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font secteur par secteur. C'est-à-dire où est-ce qu'on est vulnérable au changement climatique, dans l'agriculture, dans la ressource en eau, dans l'énergie, voilà, sur le tourisme. Voilà. Donc, il y a différents secteurs aujourd'hui qui sont en train de réfléchir sur ces questions-là. Donc là, on accompagne un petit peu cela. Il y a la réflexion aussi qu'on a pu mener, alors peut-être moins au sein du Haut Conseil breton pour le climat que dans des groupes de recherche plus précis, sur le domaine littoral. Un petit peu quelle stratégie adopter par rapport au recul du trait de côte. Donc on appuie fortement des choses qui sont menées dans l'observatoire côtier du littoral breton, l'observatoire des risques sur le littoral. Donc on a besoin de documenter ça. Et donc la région investit là-dedans, ça c'est une bonne chose. Des choses qui sont faites dans les villes. Donc là, c'est moins le Haut Conseil que des actions que moi je peux mener, par exemple dans mon équipe, beaucoup en partenariat avec Rennes Métropole pour réfléchir un petit peu à l'adaptation des villes et donc encourager toutes les politiques de végétalisation, de désimperméabilisation. Donc vraiment préparer les villes à un climat de demain qui sera plus chaud, donc éviter les nuits tropicales, éviter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains et donc comment on peut lutter contre ça. Donc c'est des échanges qu'on a. Tous les petits jalons qu'on a pu mettre les uns les autres dans les différentes régions, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place.
Est-ce que c'est à la hauteur? Pour l'instant, non, du défi. C'est-à-dire qu'on fait des choses, mais clairement, on n'en fait pas suffisamment. D'une part, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La France, les émissions de gaz à effet de serre en France, en Bretagne, diminuent, mais pas suffisamment vite. Donc, on est plutôt sur une trajectoire, on pourrait dire peut mieux faire, c'est-à-dire que les choses vont plutôt dans le bon sens, mais pas suffisamment vite. Donc là, on a vraiment des enjeux importants. Et sur l'adaptation, c'est vraiment quelque chose qui est récent. Pendant très longtemps, en fait, l'essentiel de l'action de lutte contre le changement climatique était sur l'atténuation, et c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur l'adaptation, c'est des choses qui sont arrivées plus récemment, sur lesquelles on est en train de travailler au niveau des collectivités territoriales, au niveau de la région, au niveau de l'État. Peut-être signaler que depuis l'année dernière, parce qu'on dit s'adapter, mais s'adapter à quoi? Et donc l'État a défini une trajectoire de référence. Il dit ben voilà, aujourd'hui, si les États respectent leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le climat global de la Terre va se réchauffer en 2100 de plus 3 degrés. Plus 3 degrés en global, en France, ça veut dire plus 4 degrés, parce qu'en France, le climat se réchauffe plus vite que le reste du monde. Et donc, il y a cette trajectoire de référence qui dit, donc les régions, les communes vont pouvoir travailler, donc travaillent depuis à peu près 1 an, sur cette trajectoire de référence, comment je peux adapter mon territoire à un climat qui sera en 2050 2,7 degrés plus chaud que les valeurs pré-industrielles, et en 2100, 4 degrés plus chaud que les références pré-industrielles. Donc ça fixe un cap, ça fixe un horizon de travail et un objectif qui est assez intéressant, très stimulant, et qui montre l'ampleur du défi qui est devant nous. Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce syndrome, tu sais, de ce film de Netflix, là, très connu, Don't Look Up, en tant que scientifique, ça t'est arrivé avec les politiques locaux, régionaux, enfin, dans ces débats-là, de te sentir vraiment, bon, c'est bon, ils nous cassent les bonbons avec ces histoires, en fait, quelque chose comme ça? Alors en fait, moi, mais comme beaucoup de collègues, on navigue en permanence entre des sentiments divers. Le premier sentiment, c'est un peu l'effarement devant ce qui nous attend. Parce que, enfin, quand on regarde les sorties de modèles climatiques, quand on regarde ce vers quoi on va, on voit que c'est catastrophique. Enfin, quand on dit que la Terre va prendre plus 3 ou plus 4 degrés, c'est quelque chose que la Terre n'a pas connu depuis plusieurs millions d'années. Donc c'est vraiment un monde qui n'a rien à voir avec le monde qu'on connaît. Mais quand on dit ça, du coup, on nous accuse de faire de l'éco-anxiété, voilà. Donc il faut trouver le bon niveau. Et on sait que parfois, avoir un discours trop catastrophique, c'est plutôt quelque chose qui paralyse l'action, en tout cas pour certains comportements, alors que pour nous, globalement, c'est plutôt quelque chose qui nous dirait, il faut agir vite, il faut prendre des décisions importantes, radicales, le plus vite possible. Voilà. Et donc du coup, si on a un discours qui est un peu plus modéré, en disant oui, c'est possible, il faudrait faire ci, faire ça, on a l'impression du coup de déclencher la réaction, on a le temps. Puis il y aura peut-être des solutions techniques qui vont nous permettre d'eux, alors qu'on sait que ce sera pas le cas. Donc on navigue un petit peu entre les deux, et donc quand on discute avec les gens lambda ou avec les politiques, là, les retours sont un peu les mêmes. Il y a pas forcément, les politiques sont des hommes et des femmes comme nous, donc on a un peu tous les types de réactions, et donc pour nous le retour c'est un peu souvent de la déception. C'est-à-dire que c'est pas possible, j'ai expliqué et il se passe rien, ou il se passe pas suffisamment de choses. Donc il y a une forme de déception, de frustration. Et puis comme on est des gens un petit peu qui en veulent et qui voient qu'il y a une urgence, on y retourne et c'est pas grave. Je me suis peut-être pas bien expliqué, j'ai peut-être pas trouvé les bons arguments. Donc on remet le métier sous l'ouvrage, on retourne discuter avec les gens, on retourne discuter, on fait un nouveau rapport, on dit voilà, attention, telle chose, etc., etc.
Et alors moi je suis enseignant, donc on sait que la pédagogie ça consiste souvent à répéter plusieurs fois la même chose. Et donc on y retourne. Et moi ça fait 20 ans que je fais des conférences, enfin plus de 20 ans même que je fais des conférences sur le changement climatique où j'ai parfois l'impression de répéter toujours la même chose. Mais je pense qu'il y a besoin aussi en permanence de rappeler l'ampleur des enjeux. Et c'est vrai pour tout le monde. Et je mets les politiques dans tout le monde. Mais ils ont de responsabilités plus fortes parce que ils sont en responsabilité. Donc évidemment. Ils ont une part dans le travail à faire qui est plus importante. Tu te souviens de cette séquence sur les réseaux sociaux où il y a un journaliste qui pose à un climatologue, mais est-ce que vous êtes inquiet pour vos enfants? Question que je peux te poser. Et puis le climatologue réfléchit, il y a un silence et puis il pleure en fait. Et ça c'est fou parce que tout d'un coup c'est de se rendre compte que c'est ce que tu racontes, ce gap en fait entre votre perception très concrète de ce qui va se passer et cette difficulté à la faire comprendre en fait. Mais enfin, je pourrais prendre l'analogie pour un médecin qui est sûrement pas très à l'aise quand il doit annoncer une mauvaise nouvelle à son patient. Et on est dans le même état d'esprit, c'est qu'on voit que ça va pas et que ça va pas s'améliorer et que ça va être dramatique. Et il faut trouver les bons mots pour le dire. Et les motifs d'inquiétude qu'on peut avoir pour nos enfants ou nos petits enfants, les enfants qui naissent maintenant, qui sont nés récemment, donc qui auront 70-80 ans en 2100, seront dans une terre qui sera vraiment très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, ou que mes parents ont pu connaître. Enfin, imaginez que la Bretagne de mes parents ou de mes grands-parents, la même région, ce sera le Portugal pour mes petits-enfants. C'est quand même un sacré changement. Voilà. Et là, je parle de ces régions-là, mais il faut imaginer toutes les répercussions ailleurs dans le monde et qui auront, parce que en fait, les impacts du changement climatique, il faut voir qu'il y a deux niveaux. Il y a l'impact sur la région elle-même, et puis l'impact que le changement climatique aura partout dans le monde et qui aura des répercussions sur ce qui se passera chez nous. Dont l'immigration et tout ça. Dont l'immigration, mais on va pas en parler ici, mais voilà, mais aussi penser à ça. Et les migrations climatiques, elles ont déjà commencé partout dans le monde, et ça va s'accentuer, mais c'est qu'une partie. Enfin, c'est un peu la surface émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que partout dans le monde, les productions agricoles vont changer. Partout dans le monde, les circuits commerciaux d'échange, etc., des céréales, des fruits, etc., tout ça va devoir être réorganisé. Donc, en fait, c'est tout ça qui va être mis en cause. Et donc, notre capacité à gérer rapidement cette mutation-là, elle est quand même très problématique. Merci pour cet entretien, Vincent. Petit livre, c'est pas Vincent qui l'a écrit, mais c'est quand même intéressant. Je vous le montre, Le Grand Guide du climat et de la météo. C'est sorti chez Glénat, ça vient de sortir. Ça vous apprend plein de choses sur le climat, etc. Cadeau, pour toi. Merci. Tu l'as pas lu, alors comme ça j'incite aussi, avec. J'incite aussi tous nos auditeurs à aller regarder le site du Haut Conseil breton pour le climat, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup d'efforts pour vulgariser la connaissance scientifique, la rendre accessible pour tout le monde. Et donc tout ça sur LinkedIn ou sur notre site hcbc.bzh, c'est très simple, hcbc.bzh. Toutes les infos sur le changement climatique en Bretagne. Il y a une page Insta aussi ou on a choisi d'être uniquement sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Ok. Super. Et puis voilà, Radio Ondine, n'oubliez pas, c'est cette émission retransmise en podcast sur les réseaux de podcasts et sur radioondine.fr et puis surtout sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À très vite sur Radio Ondine.